en introduction. Tout à fait. Alors avec lui aujourd'hui, nous allons donc parler de la justice des mineurs. Alors, votre matinée se passe bien, je suppose. Ça va très bien. Donc vous nous parliez d'un petit voyage sur Bourg-du-Lasso. Oui, j'étais à Bobo, j'ai dû revenir précipitamment hier pour l'émission en fait. Voilà, et Bobo se porte bien. Hein? Oui, ça va. Les parents se portent bien, ça va. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on doit entendre par l'expression justice des mineurs? Voilà, pour faire simple, je dirais que on peut entendre par l'expression justice des mineurs la justice qui est applicable aux enfants et aux adolescents. Alors il faut savoir que les auteurs qui ont réfléchi sur le cas des mineurs, et particulièrement sur son aspect pénal, ont eu un peu de tergiversation avant de s'accorder sur le découpage de la tranche d'âge qui va de 0 à la fin de la minorité. Voilà, donc finalement, ils se sont accordés pour dire que de 0 à 7 ans, alors c'est la période de la petite enfance, et de 7 à 12 ans, la période de l'enfance, et de 12 à 18 ans, la période de l'adolescence. Voilà. À 18 ans, il faut comprendre ici que les bornes supérieures de mes intervalles ne sont pas à prendre en compte parce que 18 ans, c'est déjà la majorité pénale. Voilà, donc c'est pour dire que c'est 17 ans juste à la porte donc de 18 ans que cette adolescence prend fin. Donc le législateur lui-même a fait une distinction entre les mineurs et les majeurs d'un point de vue des règles procédurales, notamment pour la matière pénale. Alors c'est pour dire que les mineurs sont différents des majeurs d'un point de vue même raisonnement et maturité. Donc il ne serait pas juste qu'on leur applique les mêmes règles. Voilà. Alors il ne serait pas non plus juste, par exemple, de faire subir aux parents les conséquences des actes, en tout cas de nature pénale, causés par leurs enfants mineurs. Voilà, donc il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau. Alors, tout comme il ne serait pas aussi juste d'infliger à des mineurs des peines que l'on aurait pu infliger à des majeurs. Parce que, comme je l'ai déjà dit plus haut, le mineur et le majeur, quand même, c'est deux êtres humains qui diffèrent sur plusieurs points de vue, notamment d'abord par l'aspect physique. Donc il ne serait pas juste de vouloir infliger des sanctions de même gravité donc aux mineurs aussi bien qu'aux majeurs. Alors c'est ainsi donc née la philosophie qui a entouré la création donc des juridictions pour mineurs, et ce sont ces juridictions pour mineurs qui sont chargées donc de faire la justice des mineurs. Et comme nous l'avons dit au cours d'une précédente émission, la justice des mineurs est animée aussi par des magistrats qui ont reçu en tout cas des spécialisations ou des formations pour ces dossiers des mineurs. Tout à fait. Voilà, parce qu'un dossier des mineurs, on ne les traite pas avec la même rigueur qu'un dossier de majeur. Vous comprendrez aisément le pourquoi. Tout à fait. D'accord. Alors dites-nous, quelles sont les mesures qui peuvent être prises contre les mineurs qui sont dans la délinquance de façon générale? Alors, comme vous dites de façon générale, je pourrais passer en revue la panoplie des mesures possibles. Voilà. Donc il faut savoir d'abord que pour qu'on puisse prendre certaines mesures d'une certaine gravité contre un mineur, il faut qu'il ait été reconnu coupable d'un certain nombre de faits qu'on lui reproche. Et rappelez-vous que j'avais déjà dit au cours d'une émission passée ici que l'article 113 du Code pénal burkinabé dit qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque l'auteur de faits ou de l'infraction était âgé de moins de 13 ans à la date de commission des faits. Alors c'est pour dire que pour les mineurs qui n'auront pas 13 ans, il ne sera pas nécessaire de chercher à établir une quelconque responsabilité pénale. La loi est assez claire, il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention. Maintenant, la question qui se pose, c'est les mineurs qui sont dans la tranche d'âge de 13 ans à 18 ans, c'est-à-dire les adolescents, 18 ans exclus, et plus tard de 18 ans à
vers l'infini. Voilà. Donc, mais pour le cas, par exemple, de ceux-là qui sont dans la tranche d'âge de 0 à 13 ans, comme vous le disiez tantôt, il n'y a ni crime, ni... Mais dans le cas où, par exemple, ce mineur a commis un crime, c'est-à-dire un assassinat, par exemple. C'est pour dire tout simplement qu'on va chercher à réparer les conséquences de l'assassinat sur le plan civil seulement. Voilà. On ne pourra ni envoyer le mineur de 10 ans en prison comme étant un délinquant qui on a infligé une peine de prison, c'est pas possible. Et on ne pourra pas non plus prendre ses parents, mettre en prison en ses lieux et places. Les faits du mineur ne pourront conduire ses parents ou un de ses parents en tout cas en prison que dans la mesure où on va découvrir dans l'attitude du parent lui-même une faute pénale. Par exemple, un papa qui dépose mal son pistolet, son enfant mineur prend ça et il abat son camarade. Voilà, donc ici vous voyez bien que le mineur il a commis entre guillemets un assassinat. Mais est-ce qu'il est vraiment lucide pour qu'on puisse lui coller des faits d'assassinat? Est-ce qu'il a agi avec discernement? Alors ici, au regard de son âge, on peut même ne pas s'encombrer de ses exercices intellectuels. Il a âgé de moins de 13 ans et la loi dit qu'en la matière, il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention. Toutefois, donc, on va veiller à réparer les conséquences dommageables des faits donc, du mineur. Alors, donc, c'est pour dire que pour que des parents puissent répondre des agissements pénaux, en tout cas de leur enfant mineur, il faut qu'on retrouve dans leur propre comportement des faits susceptibles éventuellement d'être qualifiés de délit. D'accord. Voilà. Alors, on va peut-être le rappeler, hein, vous êtes magistrat de formation. Ouais. Que se passe-t-il hein, si la responsabilité pénale du mineur n'est pas retenue par la juridiction, alors qu'il y a un préjudice subi par la victime des faits commis par celui-ci? Alors, exactement, donc, selon cette question que vous venez de poser, alors, l'analyse nous permet d'aboutir un peu, si vous voulez, au raisonnement que j'ai déjà eu. Alors, lorsque les actes posés par le mineur ont posé un préjudice évident, réel, alors on va faire application des règles du droit civil. Et les règles du droit civil, il s'agira ici de faire application de l'article 384 du Code civil, puisque c'est lui qui permet, par exemple, aux parents de répondre des actes dommageables posés par leurs enfants mineurs qui sont sous leur garde. Alors, en substance, l'article 384 du Code civil dit que on est responsable non seulement du fait donc personnel, mais encore de celui des personnes que l'on a sous sa garde ou des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Alors c'est pour dire que l'article 384 du Code civil permettra de résoudre donc ces problèmes-là. Alors vous savez que lorsque le mineur il est très jeune, alors c'est pour dire que on ne peut pas lui imputer les faits, son imputabilité. Et l'imputabilité de façon générale, c'est l'aptitude à répondre de ses actes. Alors le mineur de 7, 8, 10 ans, il n'est pas capable de répondre des actes parce qu'on considère qu'il n'a pas assez de discernement pour distinguer entre le bien et le mal, et de ce fait, il bénéficie d'une présomption irréfragable donc d'irresponsabilité pénale. Maintenant, j'étais en train de parler des mesures qui peuvent être prises contre les mineurs qui sont dans la délinquance de façon générale lorsque des questions ont fait que ça a été interrompu. Alors, il faut savoir que il y a ce qu'on peut appeler les mesures éducatives. Alors, les mesures éducatives sont des mesures individuelles qui peuvent être prises en faveur du mineur pour son éducation, sa rééducation, s'il était déjà dans un milieu éducatif qui a subi une interruption, sa mise sous tutelle ou son placement auprès d'une personne digne d'intérêt, d'une institution publique ou privée, en tout cas d'aide à l'enfance. On peut confier l'enfant à ces structures-là par voie judiciaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les mesures de sûreté. Les mesures de sûreté sont des mesures toujours individuelles, mais cette fois-ci coercitives.
c'est-à-dire qui contraint le mineur. Alors, et ce sont des mesures qui sont prises contre des mineurs ou de façon générale des individus dangereux pour qu'ils ne puissent pas retomber dans la délinquance au regard de leur état. C'est-à-dire que si on ne prend pas ces mesures, la situation du mineur, son état, rend possible la commission d'un certain nombre d'infractions. Par exemple, un individu qui n'a plus ses facultés, qu'on appelle couramment le fou. Voilà. Si on n'interne pas le fou, alors s'il commet des infractions ou qu'il tue des gens, ça ne devrait pas étonner, en tout cas, tout le monde. Des gens que ça pourrait étonner, mais en tout cas, certains diront qu'on n'a pas été prudent. Alors donc, les mesures de sûreté sont des mesures qu'on prend à l'encontre d'un certain nombre d'individus dangereux. Vous comprendrez aisément que l'individu dangereux n'est pas forcément un majeur. Un mineur de 14 ans qui ne joue plus de ses facultés mentales, il peut être aussi dangereux qu'un adulte de 25 ans. Alors donc, les mesures de sûreté peuvent être prises aussi bien à l'encontre des mineurs que des majeurs. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la liberté surveillée des mineurs, même si ce n'est pas une pratique très répandue au Burkina. Alors ici, on confie les mineurs à un agent social. Le mineur sera sous le contrôle et la surveillance donc, de cet agent social pour toujours l'empêcher de retomber dans la délinquance. Parce qu'on considère que le mineur, c'est un être humain qui peut toujours être récupéré, à qui il faut donner des chances, et puis il faut l'encadrer surtout pour qu'il puisse vraiment abandonner la voie de la délinquance qu'il aurait déjà empruntée. Donc, toujours dans le cadre des mesures qui peuvent être prises de façon générale contre les mineurs, il y a la détention provisoire. Alors, la détention provisoire, c'est une mesure qui permet de garder le mineur à qui des faits donc qualifiés crimes ou délits sont reprochés, de le garder donc dans le milieu carcéral avant la date de son jugement. Mais il faut savoir que le mineur dans le milieu carcéral devrait en principe être mis à l'écart des majeurs. C'est pourquoi dans la plupart des maisons d'arrêt nous avons des quartiers pour mineurs. Alors les mineurs devraient être entre eux seulement parce qu'on pense que si on les met avec les majeurs, il est probable qu'ils puissent être influencés et en sortir plus aguerris que quand ils rentraient. Donc il est bien d'avoir, même dans les hypothèses de détention donc provisoire, un quartier pour mineurs. Et à ce moment, on peut espérer que le mineur va sortir corrigé plutôt que de le laisser à des majeurs où il pourrait en sortir plus délinquant que lorsqu'il rentrait. Il y a aussi la mesure d'emprisonnement. La mesure d'emprisonnement qu'on peut prendre à l'encontre des mineurs. Mais ici, il faut déjà savoir qu'il ne s'agira que des mineurs âgés de 13 à 18 ans et de 18 à, comme je l'ai dit, vers l'infini, tout en sachant que la durée de vie de l'homme n'étant pas vers l'infini, mais c'est une façon de parler. C'est pour dire que pour qu'on puisse infliger une peine pénale donc, à un mineur, il faut qu'il soit âgé de plus de 13 ans. Voilà. Et à partir de là, donc, le juge, pour infliger, il faut le dire, une peine d'emprisonnement à un mineur dont l'âge est compris entre 13 et 18 ans, réfléchit par plusieurs fois et doit d'abord détecter dans le processus de commission même de l'infraction que le mineur a agi avec discernement. Alors, si le mineur a agi avec discernement, alors il est donc assimilable à un majeur, alors que les peines prévues pour les majeurs sont connues. Voilà, donc si un mineur agit avec discernement, il est donc passible de peines applicables à des majeurs. Et comment se fait cette analyse? Pour qu'on sache qu'il a agi. L'analyse se fait de façon progressive. Alors, depuis l'enquête préliminaire, on a interrogé le mineur, on a lu ses déclarations, on examine aussi le processus de commission de l'infraction. Il y aura plus tard une enquête sociale et l'enquête sociale va permettre de connaître un peu la personnalité des mineurs et les débats devant la juridiction pour mineurs.
ces débats seront déterminants et par moments des faits qui amènent naturellement à croire que le mineur a agi avec discernement. Je prends un exemple, un mineur qui planifie un attentat. Alors, quand même, vous conviendrez avec moi que quand un mineur planifie et réussit un attentat, on devrait quand même accepter qu'il a le discernement, puisqu'il a planifié ça. Et il sait que le but c'est de tuer les gens. Et il a même réussi à tuer des gens. Alors, s'il faut se fier juste à son âge, parce qu'il aurait 12 ans et dire parce que la loi a dit que dans ces conditions, ce serait dommage parce que la loi a dit que lui, il n'y a ni crime ni délit. On va s'en tenir à ce que la loi a dit. Mais s'il se trouve, quand bien même ce serait très choquant, s'il se trouve dans la fourchette où la loi dit que si le mineur a agi avec discernement, de lui infliger dans la mesure du possible les peines des majeurs, le juge ne va pas s'empêcher de lui infliger une telle peine. Parce que, comme il est dit, le mineur planifie un attentat. S'il est âgé de 14 ans, il y a en tout cas plus de 9 juges sur 10 qui concluront quand même qu'il a agi avec discernement. Donc le discernement, c'est à la suite de plusieurs analyses, au cas par cas. L'âge seul ne suffit pas pour conclure qu'un mineur a agi avec discernement, parce que si on devrait se fier à l'âge, vous savez qu'il y a des personnes qui sont très âgées, qui sont largement au-delà de 20 ans, la majorité civile, mais dont le niveau de réflexion, de compréhension, d'analyse des choses de la vie est tel qu'on pourrait les assimiler à des enfants. Alors ceux-là, on les appelle des majeurs incapables. Des majeurs incapables. Des majeurs incapables. Tout comme par contre, il y a des mineurs qui déjà à 16 ans par exemple, on sait que c'est toujours ni la majorité civile ni la majorité pénale, mais il est très dévoué, il est très organisé, il est très intelligent, il s'organise comme un majeur, à tel point qu'il est assimilable, lui, à un majeur. Alors lui, on va l'appeler un mineur émancipé. Alors peut-être qu'on aura des occasions un mineur émancipé. Revenir sur ces notions, si cela paraît intéressant. Oui, très intéressant. Bon, je préférerais qu'on revienne sur ces thèmes-là. Tout à fait. Mais voilà, justement, Ramatou, oui, s'il te plaît. Je voudrais, M. Bado, qu'on revienne sur un aspect. C'est vrai que vous en avez parlé au cours des émissions précédentes. Quelles sont les mesures qui sont prises pour le cas d'un mineur récidiviste? Alors, d'abord, il faut savoir que c'est un désespoir de cause qu'une juridiction condamne un mineur. D'abord, dans un premier temps, on considère que c'est un délinquant primaire, on peut lui donner une seconde chance. Maintenant, il revient pour la deuxième fois. Les juridictions commenceront à avoir un peu plus de regard sur sa situation. Déjà, à partir de la deuxième fois, c'est la récidive. Si le mineur vient 3 fois, 4 fois, alors on est obligé à un moment donné de considérer que s'il n'est pas un malade mental, en tout cas, qu'il agit avec discernement, parce que on ne peut pas avoir pour option que de poser des actes délictueux. Le discernement même commence par le fait que ça c'est juste un indice. On se cache le plus souvent pour commettre des infractions. Ça veut dire que en arrière-plan, dans la conscience, on sait que c'est pas normal, c'est contre les règles de la société. Donc c'est pour dire que la récidive complique de plus en plus la situation du mineur. Et c'est lorsque les juridictions n'auront pas vraiment le choix qu'on sera obligé d'infliger une peine de prison à un mineur. Encore faut-il qu'il soit âgé de moins de 13 ans, c'est-à-dire de la tranche d'âge de 13 en allant vers la vieillesse. D'accord. Alors, notre thème aujourd'hui, donc, la justice des mineurs. Avec vous, bienvenue, Claude Bado. Il faut dire qu'on ne l'a pas épuisé. C'est vrai, tout à fait. On reviendra peut-être sur ce même thème-là la semaine prochaine. C'est vrai que les questions des mineurs, il y a beaucoup à dire parce que c'est des questions sensibles. Bien sûr. Tant que c'est possible, on va toujours mener la réflexion pour possible. D'accord. En tout cas, nous vous disons grand merci d'être passé nous voir ce matin. Et puis, à mercredi prochain. Merci à vous. Voilà. Merci. Tout à fait. Alors, Ramatou, pour la suite du programme. Voilà, on va proposer une petite plage musicale aux téléspectateurs et également cette plage musicale pour dire merci au magistrat bienvenu Claude Bado et lui souhaiter une excellente journée.